le soleil matinal s'infiltrait à travers les fins rideaux blancs de la résidence Adebayo à Enugu, déversant une douce lumière sur les mains tremblantes d'Adohara. Elle était assise sur le rebord de la baignoire, les yeux rivés sur le bâtonnet en plastique blanc qu'elle serrait entre ses doigts. Deux traits rouges vifs la fixaient, clairs et sans appel, positifs. Pendant quelques secondes, elle retint son souffle. Son cœur s'emballa, ses lèvres s'entr'ouvrirent. Puis, les larmes. De vraies larmes, secouant tout son corps, mêlant soulagement, peur et quelque chose de trop sacré pour être nommé. Pendant des mois, elle avait prié, jeûné en silence, imploré le ciel pour un miracle après des années d'attente dans un mariage qui commençait à s'effriter sous le poids d'une déception muette. C'était enfin là. Son miracle était arrivé sans bruit, sans trompette ni témoin. Adohara pressa le test contre sa poitrine et murmura « Merci, Jésus ». Le monde semblait renaître. Elle pouvait déjà imaginer le visage de Shigyok lorsqu'elle le lui annoncerait. Son sourire stupéfait, ses bras puissants l'enlaçant, son rire profond alors qu'il la soulèverait du sol comme il le faisait autrefois. Elle imaginait leur enfant, avec le sourire ou les yeux de son père, courant un jour à travers la concession en criant « Papa est rentré ». L'espoir recommençait à fleurir dans un cœur desséché depuis longtemps. Elle passa le reste de la matinée dans une étrange transe, entre excitation et appréhension. Son premier instinct fut de partager la nouvelle immédiatement. De conduire directement à son bureau avec le test caché dans son sac à main. De le lui murmurer à l'oreille avant qu'il ne quitte le travail. Mais elle se retint. Non, pensa-t-elle doucement, que ce soit spécial. Elle voulait que le moment soit beau, parfait, inoubliable. C'était le 31 décembre, la veille du Nouvel An, une nuit symbolisant les fins et les commencements, la douleur et l'espoir. Quelle poésie ce serait, songea-t-elle. Commencer la nouvelle année avec une telle nouvelle. Elle visualisait la scène avec vivacité. Ils dîneraient ensemble, riraient à nouveau, regarderaient les feux d'artifice depuis le balcon. Et au moment où l'horloge sonnerait minuit, elle lui tendrait une petite boîte emballée contenant des chaussons de bébé, minuscules et blancs, et chuchoterait « Tu vas être papa ». Ce serait la nuit qui les guérirait, la nuit qui comblerait la froide distance entre eux. Alors, elle commença les préparatifs avec le soin d'une épouse dévouée, dressant le décor de son propre miracle. Elle nettoya la maison, mit de la musique douce et alla au marché en souriant aux inconnus, choisissant des tomates mûres et du poisson-chat frais. Elle cuisina comme si elle nourrissait l'amour lui-même, soupe aiguisie au poisson séché, bananes plantain frites avec une sauce pimentée, et son riz jollof préféré. Elle repassa la meilleure chemise de son mari et étala sa propre robe en Ankara, une tenue jaune simple qu'il complimentait souvent avant que Nina n'entre dans leur vie. L'après-midi, le quartier bourdonnait déjà de célébrations. Les enfants se poursuivaient avec des cierges magiques. Les voisins testaient leurs enceintes, prêts pour le compte à rebours de minuit. Mais dans le cœur d'Adohara, une joie d'un autre genre grandissait, fragile, secrète et vivante. Elle se tint devant le miroir de sa chambre, pressant sa paume contre son ventre. « Mon bébé » murmura-t-elle, les larmes brillant à nouveau. « Tu es venu alors que j'étais sur le point d'abandonner. Tu es venu quand l'amour semblait mort. » Pour la première fois depuis longtemps, elle sourit sans se forcer. À cet instant, elle oublia les nuits tardives où il restait dehors, les mensonges sur les clients et les réunions, le parfum étrange qui s'accrochait à ses chemises. Elle voulait croire que ce bébé arrangerait tout, que Dieu leur donnait une seconde chance. Elle ignorait qu'à l'autre bout de la ville, Shigyok envoyait déjà des messages à une autre, lui promettant une escapade romantique pour le réveillon. La foi d'Adohara l'avait rendue aveugle à la tempête qui approchait. Elle regarda le calendrier au mur, le 31 décembre, et murmura une dernière prière. « Seigneur, fais que cette nuit soit belle. » Cet après-midi-là, le ciel avait la couleur du métal neuf, lourd de la brume de l'harmattan. Mais la cuisine d'Adohara rayonnait de chaleur. L'arôme de la soupe aiguisie se mêlait à la douceur du riz bouillant et au raclement rythmé de sa cuillère en bois. Chaque geste semblait sacré. Elle ne cuisinait pas seulement de la nourriture, mais aussi le pardon. Elle imaginait l'expression de Shigyok quand elle lui annoncerait enfin la nouvelle. Quand il s'assiera à la table éclairée aux bougies, décorée de 2 assiettes de son tilapia grillé favori. Entre les assiettes, elle plaça la petite boîte emballée d'un ruban blanc, contenant les chaussons qui changeraient tout. Elle lui sourit comme à un ami secret. Pendant des heures, elle travailla, ses pieds nus se déplaçant doucement sur le carrelage frais, ses cheveux attachés dans un foulard. Elle fredonnait de vieilles chansons d'amour qui avaient joué le jour de leur mariage. À un moment, elle s'arrêta,
pressant à nouveau une main contre son ventre, « Attends juste que ton papa la prenne. » C'était le premier vrai bonheur qu'elle ressentait depuis des années. La soirée approcha lentement. Les vendeurs ambulants criaient, suya frais, et les motos pétaradaient devant le portail de la concession. Adohara enfila sa robe jaune en Ankara, se poudra légèrement et mit les boucles d'oreilles en or qu'il lui avait offertes il y a 3 anniversaires, avant qu'il ne commence à oublier les dates. Elle dressa la table dans le salon, alluma 2 bougies et mit de la musique gospel douce. Tout semblait parfait. Elle imaginait sa clé tournant dans la serrure, son sourire surpris, son rire en voyant ses efforts. Mais à 20 heures, la maison restait silencieuse. Elle essaya d'appeler. Il ne répondit pas. Elle se dit, peut-être qu'il termine avec des clients. À 21 heures, le doute commença à s'insinuer comme un voleur. La nourriture refroidissait. Les bougies brûlaient, diminuant de taille, pourtant elle refusait de laisser la peur gâcher son rêve. Elle réchauffa les plats et ajusta à nouveau les rideaux, espérant que chaque bruit de voiture à l'extérieur serait lui. Chaque minute devenait une prière, chaque silence un couteau. À 22h30, son espoir commença à trembler. Puis, elle entendit le bruit familier du portail qui s'ouvrait et des pas rapides, confiants, distraits. Elle courut vers le miroir vérifier son sourire avant d'entrer dans le salon. Shijiok se tenait là, déjà vêtu d'un agbada blanc sentant l'eau de Cologne étrangère, le téléphone pressé contre l'oreille, les chaussures cirées comme un homme qui se rend quelque part d'important. « Ah, Adohara, tu es encore réveillée » dit-il nonchalamment, couvrant le micro de son téléphone. « Urgence client. Je reviens bientôt. » Son cœur s'effondra, mais elle força un sourire calme. « J'ai préparé le dîner » murmura-t-elle. « Mange au moins un peu avant de partir. » Il jeta un coup d'œil à sa montre et secoua la tête. « Pas le temps, je t'en prie. » Il embrassa l'air près de sa joue et s'éclipsa de nouveau, avant qu'elle ne puisse parler. Le bruit du portail se refermant résonna dans sa poitrine. Elle regarda les assiettes en attente, les bougies qui brûlaient et le cadeau non ouvert. Dans ce silence, quelque chose dans l'âme d'Adohara commença à bouger, pas un bruit fort, pas violent, juste le claquement silencieux de quelque chose qui se brise à jamais. Quand la porte se ferma derrière lui, Adohara resta immobile un long moment, comme si son corps n'avait pas réalisé qu'il était parti. Les bougies vacillaient impuissantes à côté des plats intacts. Lentement, elle s'effondra sur la chaise qu'il aurait dû occuper et fixa sa nourriture. La vapeur s'était transformée en buée, et l'huile du poisson scintillait comme des larmes dans l'assiette. Elle essaya de manger une bouchée, mais ne put avaler. Sa gorge était comme du sable. Dehors, les voisins riaient déjà, criaient, comptaient les heures jusqu'à minuit. Elle pouvait entendre les essais de feux d'artifice au loin, des éclats de couleurs se moquant de sa solitude. Elle regarda à nouveau la boîte cadeau, celle contenant les chaussons du bébé. Ses doigts tremblants effleurèrent le ruban. Elle l'imaginait l'ouvrir, imaginait la joie. Au lieu de cela, ses yeux se remplirent de larmes alors qu'elle chuchotait, il aurait dû être là. Pour la première fois, le mot mari lui sembla étranger sur la langue. L'homme qui priait autrefois sur son ventre, quand ils essayaient de concevoir, s'était transformé en un étranger poursuivant le rire d'une autre femme. À l'autre bout de la ville, Shijiok sortait de sa voiture devant un complexe d'appartements chics. Il ajusta son agbada, vérifia son reflet dans la vitre teintée et sourit, non pas le sourire doux dont Adohara était tombée amoureuse, mais le sourire acéré d'un homme menant une double vie. Nina l'accueillit à la porte, son parfum lourd, son rire bruyant. Les bouchons de champagne sautèrent, la musique martela à travers les enceintes, et dans cet appartement, il devint la version de lui-même qu'il voulait que le monde voie, jeune, désirable, sans fardeau. « Ma femme croit encore que je travaille », plaisanta-t-il en sirotant son verre. Nina rit, touchant son bras. Ils trinquèrent à la liberté et au nouveau départ, tandis que son véritable commencement, son enfant à naître, attendait en silence à l'autre bout de la ville. Minuit approchait, et alors qu'Adohara tapait « Bonne année, mon amour », et appuyait sur envoyer, le téléphone de Shijiok vibra sur le canapé à côté de lui. Il le regarda, hésita, puis le retourna face contre terre. « Ignore-la, Jar », taquina Nina. « C'est notre nuit. » De retour dans la concession silencieuse d'Enugu, Adohara était assise près de la fenêtre, regardant les feux d'artifice peindre le ciel d'or et de violet. Son message resta non lu. Elle appuya sa tête contre la vitre, écoutant les voisins applaudir, les klaxons retentir et les couples s'embrasser. L'odeur de la poudre à canon se mêlait à celle de sa nourriture qui refroidissait.
Elle murmura dans le vacarme, « Bonne année, mon mari. » Sa voix se brisa sur le dernier mot. C'était la nuit qu'elle avait prévue pour reconstruire leur amour, mais l'amour était déjà mort silencieusement sans qu'elle ne s'en aperçoive. Elle ne savait pas que son vœu murmuré venait d'enterrer la dernière illusion qu'elle conserverait jamais sur le mariage. Quelque part au fond d'elle, une force d'un autre genre commença à s'éveiller, lente, douloureuse, certaine. Le genre de force qui ne grandit que lorsqu'une femme réalise que personne ne viendra la sauver. Les premières heures de la nouvelle année trouvèrent Adohara toujours assise à table, fixant les assiettes froides. Les bougies s'étaient consumées en flaques de cire, l'air était épais de silence. Son téléphone restait à côté du cadeau non ouvert. Elle essaya d'appeler à nouveau, une fois, 2 fois, 3 fois, mais chaque appel resta sans réponse. Elle ouvrit leur album de mariage, tournant les pages où les sourires semblaient éternels, où les mains étaient entrelacées dans des promesses qui avaient expiré trop tôt. Ses larmes tombèrent sur les photos. Elle pressa sa paume contre son ventre à nouveau et murmura, « Tu ne méritais pas ça. » Son reflet dans la vitre semblait plus vieux, ses yeux plus sombres. Pendant un long moment, elle resta simplement assise là, l'esprit vide. Puis quelque chose en elle se durcit, pas exactement de la colère, mais une clarté immobile et tranchante. Elle réalisa qu'elle ne pouvait plus attendre qu'il redevienne celui qu'il était. Cet homme avait disparu. Seul son corps rentrait à la maison désormais, et même cela avec parcimonie. Le reste de lui appartenait ailleurs. L'enfant en elle méritait mieux qu'un amour à demi-cœur. Pendant ce temps, le rire de Nina remplissait son appartement. Shigyok s'assoupit sur son canapé après trop de champagne, satisfait, insouciant. Elle prit des selfies à côté de lui, postant, vive du nouvel an, sur les réseaux sociaux. Des amis commentèrent avec des émojis cœur. Si Adohara avait vu cela, son monde aurait pu voler en éclats sur le champ. Mais elle n'avait pas besoin de photos pour savoir. Son cœur savait déjà. Vers 2 heures du matin, elle se leva de sa chaise, souffla les bougies mourantes et commença à faire ses bagages calmement. Pas de drame, pas d'appel téléphonique, pas de confrontation. Elle ouvrit son armoire et ne plia que l'essentiel, 3 robes, ses documents, les bijoux de sa mère et les chaussons de bébé. Elle glissa la boîte cadeau dans son sac à main, non comme un symbole de douleur, mais comme la preuve de ce qu'elle partait protégée. Ses mouvements étaient calmes, presque rituels, comme une femme se préparant pour des funérailles où le corps respire encore. Quand l'aube commença à flouter l'horizon, elle jeta un dernier regard à la maison. Chaque objet racontait une histoire. Le canapé où il l'avait tenu dans ses bras, la photo encadrée de leur lune de miel, la fissure dans le mur de leur dernière dispute. Elle murmura une prière, non pas pour lui, mais pour elle-même. « Seigneur, aide-moi à ne pas regarder en arrière. » Elle posa son alliance à côté de l'assiette intacte et sortit par la porte arrière. L'air était froid, silencieux. Le coq d'un voisin chanta au loin alors qu'elle tirait sa petite valise sur le trottoir. Le ciel virait à l'orange pâle, et à chaque pas l'éloignant de cette maison, la douleur dans sa poitrine commençait à se transformer en autre chose, de la force, peut-être, ou une liberté déguisée en chagrin. Elle ne savait pas encore où la route la mènerait, seulement qu'elle devait la mener ailleurs. La gare routière était déjà animée quand elle arriva. Des chauffeurs criant leur destination, des vendeurs balançant des plateaux de pain, des bus klaxonnant impatiemment. Les yeux d'Adohara piquaient par manque de sommeil, mais son esprit était clair. Elle acheta un billet pour Abidjan en utilisant son nom de jeune fille, Noifort, et le serra fort comme un passeport pour une nouvelle vie. La brise de l'harmattan était vive, mordant sa peau alors qu'elle attendait sous la lumière faible du quai de chargement. Autour d'elle, les gens riaient et criaient, célébrant le nouveau jour, mais dans sa poitrine, il n'y avait que le calme. Elle pensa à l'appeler une dernière fois pour lui dire qu'elle était enceinte, pour lui donner le choix de s'en soucier. Mais elle se souvint des appels sans réponse, de la nourriture froide, de l'odeur de son eau de Cologne sur le corps d'une autre femme. Elle supprima son numéro à la place. Quand le conducteur cria « Abidjan !» Dernière chance, elle monta à bord, traînant sa valise derrière elle. La porte du bus se ferma dans un sifflement qui sonnait comme une fatalité. Alors que le bus quittait Enugu, les lumières de la ville s'étirèrent et s'estompèrent derrière elle. Elle appuya sa tête contre la vitre, regardant son reflet trembler à chaque bosse de la route. Elle posa à nouveau sa main sur son ventre et murmura « Tout ira bien, Tina ». C'était la première fois qu'elle prononçait ce nom à voix haute, doux et incertain, mais il sonnait parfaitement juste. Ses yeux s'emplirent de larmes, non de faiblesse, mais de libération.
Chaque kilomètre l'éloignant de cette maison était comme respirer après une noyade. Le paysage passa de la lueur de la ville à la campagne sombre, la route coupant à travers le silence et le brouillard. Quelque part vers Nsuka, elle ferma les yeux, serrant les chaussons de bébé dans son sac. Elle imagina des feux d'artifice explosant au-dessus d'elle, mais cette fois, ils n'appartenaient qu'à elle et à l'enfant grandissant en son sein. Au moment où le bus entra dans l'état de Koji, l'aube était pleinement arrivée. Une lumière pâle se déversait par les fenêtres, baignant les passagers fatigués. Adohara regardait les commerçants installer leurs étals au bord de la route, les jeunes garçons poussant des brouettes, et les femmes portant des fardeaux sur la tête. La vie continuait, indifférente, imparable. Elle réalisa que sa vie, aussi, continuerait. Juste différemment. Elle ne savait pas comment elle survivrait à Abuja. Elle savait seulement qu'elle le devait. Sa dernière pensée avant de sombrer dans un sommeil agité fut une prière. Seigneur, rends-moi assez forte pour élever cet enfant dans la paix. Derrière elle, la route vers Enugu disparaissait dans la poussière. Devant, un nouveau départ l'attendait, incertain, mais sien. L'appartement de Nina scintillait d'un luxe artificiel ce matin du Nouvel An, bougies parfumées, vin importé, rideaux dorés qui s'efforçaient trop de paraître chers. Shijiok était assis là, à moitié endormi, à moitié souriant, se prélassant dans la satisfaction paresseuse d'un homme qui croyait avoir réussi à échapper à ses responsabilités pour une nuit de plus. Nina dansait pieds nus sur le sol carrelé, téléphone en main, exhibant leur fête privée sur son statut WhatsApp. « Regardez, mon amour », légenda TL sur le court clip où on le voyait siroter du champagne. Dans un autre coin, la télévision diffusait les temps forts du compte à rebours, des gens s'étreignant sous les feux d'artifice, des pasteurs priant pour la nation, des couples s'embrassant aux 12 coups de minuit. Mais pour Shijiok, ces feux d'artifice semblaient lointains. Il se disait qu'il méritait une pause, qu'Adohara était devenue trop sérieuse, trop calme, trop ennuyeuse. Il se souvenait de ses doux rappels concernant les prières en famille et les économies, sa voix douce l'appelant toujours à rentrer tôt. Il s'était convaincu que son calme était de la faiblesse, et non de la grâce. Ce matin-là, alors qu'il faisait défiler son téléphone en ignorant son dernier message, il ne remarqua pas qu'un vide silencieux commençait à le traquer, muet mais patient, comme une ombre qui un jour consumerait sa paix. Vers 10 heures, Nina lui servit le petit déjeuner sur un plateau, œufs brouillés, croissants et thé qu'il n'avait pas demandé. Il complimenta son effort, essayant de se faire croire que c'était cela, le bonheur. Pourtant, alors qu'elle riait et se penchait vers lui, il se surprit à fixer son visage sans rien ressentir de réel. Elle était belle, oui, bruyante, excitante, différente. Mais quelque chose dans son rire écorchait sa conscience. Il chassa cette pensée, refoulant la culpabilité comme il le faisait depuis des mois. Il se dit que le mariage l'avait déçu, et non l'inverse. Il marmonna nonchalamment, Adohara est probablement allée chez sa mère, elle ira bien. Mais une lueur d'inquiétude le traversa quand il réalisa qu'elle n'avait pas rappelé. Il la balaya d'une autre gorgée de vin. Nina parlait sans fin de projets de voyage futurs, lui montrant des complexes hôteliers sur Instagram. Il hochait la tête distraitement. Au fond, son cœur sentait déjà quelque chose d'anormal, une petite immobilité dans l'air qui suit chaque choix fait trop tard. Alors que la journée s'étirait vers l'après-midi, Shijiok quitta l'appartement de Nina, lui disant qu'il reviendrait dans la soirée. Il voulait passer chez lui, juste pour s'assurer que le portail était verrouillé. Quand il arriva dans sa concession, la première chose qui le frappa fut le silence. Pas de fumée venant de la cuisine, pas de musique gospel lointaine venant du salon. Il fronça les sourcils, appelant « Adohara ». Pas de réponse. La porte de la chambre était ouverte, son côté de l'armoire était vide. Confus, il ira vers la table à manger et se figea. 2 assiettes de nourriture froide, des bougies fondues en flaques de cire, et à côté, une petite boîte blanche ouverte. À l'intérieur se trouvaient de minuscules chaussons de bébé et une note de son écriture manuscrite. « Tu ne veux peut-être pas de cette vie, mais moi si. » Ses genoux flanchèrent. Le monde s'inclina légèrement. Il s'assit, relisant les mots encore et encore. Ses mains tremblaient, sa gorge était sèche. Soudain, le parfum de Nina accroché à son agbada lui donna la nausée. La réalité le frappa comme un coup de poing. Adohara ne boudait pas. Elle était partie. Et elle était enceinte. La maison qui semblait autrefois trop petite pour leur querelle ressemblait maintenant à une cathédrale de regrets. Chaque son résonnait. Le bourdonnement du frigo, le goutte à goutte d'un robinet,
le faible vrombissement du ventilateur au plafond. Shigyok allait de pièce en pièce, appelant son nom comme si elle allait soudainement apparaître de derrière les rideaux. Ses chaussons avaient disparu. Son ankara préféré était plié soigneusement sur le lit. Il prit la photo de mariage sur la table de chevet, celle où elle posait la tête sur son épaule, et fixa son propre visage plus jeune, confiant et fier. Cet homme avait disparu. Il s'assit sur le lit, passant une main dans ses cheveux, sentant le poids de ce qu'il avait fait se refermer sur lui comme de la fumée. La note sur la table brûlait dans sa mémoire. Les chaussons de bébé gisaient devant lui, innocents et accusateurs à la fois. Il murmura dans le silence, « Elle est enceinte ». Le mot enceinte fit rétrécir les murs. Pendant des années, ils avaient prié pour un enfant. Et quand le miracle était enfin arrivé, il était ailleurs, à courir après le vide. Il enfouit son visage dans ses mains et pleura, doucement d'abord, puis de façon incontrôlable. Le soir venu, les voisins remarquèrent qu'il n'avait pas quitté la maison. Un ami, Hush, passa le saluer. « Mec, ça va ?» demanda-t-il avec désinvolture. Shigyok força un rire et dit qu'Adohara avait « voyagé un peu ». Hush hocha la tête lentement, le regard perçant. Les commérages avaient déjà commencé à se répandre. Les gens chuchotaient qu'Adohara s'était enfuie dans sa famille. D'autres disaient qu'elle était devenue folle. Certains disaient qu'elle l'avait enfin quitté pour quelqu'un de mieux. Shigyok verrouilla ses portes et s'assit dans le noir. Chaque coup frappé par le monde extérieur ressemblait à un jugement. Il essaya de l'appeler, mais sa ligne était éteinte. Il appela sa mère, pas de réponse. Pour la première fois, la peur commença à devenir physique, se nouant dans sa poitrine. Il se servit un verre, essayant de la noyer. Mais la brûlure de l'alcool ne fit qu'aiguiser ses regrets. Il pensa à conduire jusqu'à la maison de sa famille cette nuit-là, mais l'orgueil l'arrêta. « Elle reviendra » marmonna-t-il pour lui-même. « Elle revient toujours. » Il ne comprenait pas encore que certains départs sont définitifs, surtout lorsqu'une femme part en silence. Les jours devinrent des semaines. Adohara ne revint pas. La maison prit la poussière, le frigo se gâta. L'air sentait les vieux souvenirs et la nourriture avariée. Un après-midi, Shigyok entra dans leur chambre et remarqua que les rideaux portaient encore son léger parfum. Cela faillit le briser. Il s'assit sur le bord du lit et murmura « Où es-tu, Adohara ?» Mais le silence ne donna aucune réponse. La nuit, il rêvait d'elle tenant un bébé qu'il n'avait jamais rencontré, s'éloignant sans se retourner. Quand il se réveillait, son oreiller était mouillé point et elle se rendit au travail le lendemain, les yeux creusés, faisant semblant de rire à des blagues qui n'avaient rien de drôle. Mais depuis lors, chaque 31 décembre viendrait le hanter, lui rappelant que sa trahison ne lui avait pas seulement coûté l'amour. Elle lui avait coûté sa lignée, sa paix, et le droit de se faire appeler Marie. Abudja accueillit Adora avec sa chaleur, son bruit et sa poussière, mais aussi avec l'anonymat. Et cela suffisait. Elle arriva au parc Yutako épuisée, le corps endolori par le long voyage. Portant sa petite valise et son sac à main, elle erra dans les ruelles étroites jusqu'à trouver une vieille concession avec une enseigne délavée, Studio Photo New Affair, le studio de sa défunte mère. Les vitres étaient poussiéreuses, l'enseigne cassée, mais lorsqu'elle poussa la porte, elle ressentit une paix étrange. Cela sentait la vieille pellicule et les rêves oubliés. La gardienne, une couturière âgée nommée Mama Busy, la reconnut instantanément. « Ah, Smolada, tu ne vieillis pas » Adora sourit faiblement, expliquant qu'elle avait besoin de louer une petite chambre. Mama Busy la conduisit vers une pièce du fond, autrefois utilisée comme chambre noire. Les murs s'effritaient, mais l'endroit était sec et privé. « Tu peux rester ici un petit moment » dit la femme gentiment. Cette nuit-là, Adora étala son pagne sur le sol froid, se couvrit de son écharpe et s'allongea. Sa main reposait protectrice sur son ventre. Dehors, les générateurs bourdonnaient et les klaxons résonnaient faiblement. Ce n'était pas le confort, mais c'était la liberté. Les jours passèrent et Adora commença à nettoyer le studio, balayant les toiles d'araignée, essuyant la poussière des vieux appareils photo, jetant les trépieds rouillés. Elle trouva une photo encadrée en noir et blanc de sa mère appuyée contre le mur. Elle chuchota, « Maman, je suis de retour. » Le travail lui donnait de la force. Elle vendit un de ses bijoux pour acheter de la nourriture et un matelas. Lentement, la pièce commença à ressembler à un foyer. Chaque matin, elle allait chercher de l'eau au robinet, se lavait le visage et s'asseyait près de la fenêtre, sentant le bébé bouger doucement en elle.
Elle sourit pour la première fois depuis des jours. Tu es ma raison d'être, chuchota-t-elle à sa fille à naître. Tout ce que je fais maintenant, c'est pour toi. Elle commença à réparer des appareils photo pour les étudiants du quartier, gagnant quelques néras. Les petites réparations l'occupaient, gardaient sa main stable et son esprit calme. Personne ici ne connaissait son histoire, et elle préférait qu'il en soit ainsi. Parfois, Mama Busy lui apportait de la cara et de la sauce pimentée en disant « Tu as besoin de force, ma chère ». Adora souriait avec gratitude, mais se retirait toujours dans son petit espace, privé, sûr, en attente de nouveaux départs. La nuit, quand la ville s'apaisait, Adora s'écrivait de petites notes dans un vieux carnet. « Je suis toujours là. Mon enfant ne connaîtra jamais la douleur. Dieu n'en a pas fini avec moi. » Elle les écrivait comme des prières, ligne après ligne, jusqu'à avoir une crampe à la main. Chaque mot devenait une pierre dans les fondations de sa nouvelle vie. Elle ne savait pas encore comment elle élèverait un enfant seul, mais elle savait qu'elle préférait essayer dans la paix que souffrir dans la fausseté. De l'autre côté de sa fenêtre, la lumière néon d'un bar voisin clignotait en rouge et blanc, lui rappelant les lumières de Noël là-bas, chez elle. Pendant un bref instant, la voix de Shijiok lui manqua presque. Puis elle se souvint de la nourriture froide, du cadeau non ouvert, du silence. Ses larmes séchèrent rapidement. Elle chuchota, on recommence demain. Et elle le fit. De retour à Enugu, les murmures sur la disparition d'Adora s'étaient transformés en rumeurs qui refusaient de mourir. Certains disaient qu'elle était à l'hôpital. D'autres prétendaient qu'elle avait quitté le Nigeria. Shijiok vivait dans un brouillard de demi-vérité et de regrets. Il fouillait ses tiroirs encore et encore, cherchant des indices, jusqu'au jour où il trouva un papier froissé glissé derrière une Bible, sa carte de rendez-vous prénatal. Le nom, Madame Adora Shijiok, et le tampon de l'hôpital se moquaient de lui. Il s'assit par terre, la carte tremblant dans sa main. « Elle est vraiment enceinte », marmonna-t-il. La vérité s'abattit comme un marteau. Il n'avait pas seulement perdu une femme. Il avait abandonné son propre sang avant même qu'il ne prenne son premier souffle. Cette réalisation rendit la nourriture insipide, le sommeil impossible. Il commença à fréquenter la même église où ils allaient autrefois, s'asseyant sur les bancs du fond, espérant que quelqu'un mentionnerait son nom. Mais personne ne le fit. Il était invisible maintenant, un homme hanté par une note et deux minuscules chaussures. Pendant ce temps, la patience de Nina commença à s'effriter. Elle devenait agitée, lassée de son silence coupable. « Tu es toujours de mauvaise humeur », se plaignait-elle. « Cette femme est partie, regarde devant toi. » Mais Shijiok ne pouvait pas. Il commença à rêver souvent d'Adora, sa voix appelant au loin, ses mains sur son ventre, le faible cri d'un bébé. Chaque rêve le réveillait en sueur froide. Il commença à manquer des réunions, à ignorer des appels. L'assurance qui le définissait autrefois se dissolvait dans la confusion. Quand il parla de la grossesse à Nina, espérant de la sympathie, elle se moqua. « Abeg Nayu Sabi. Tu crois que je ne vais pas rivaliser avec ta sainte silencieuse ?» Ce fut la dernière nuit qu'elle resta. Le lendemain matin, sa garde-robe était vide. Le karma agissait silencieusement, mais il trouvait toujours son chemin. Shijiok passa cette journée seul, assis sur la même chaise qu'Adora utilisait autrefois pour l'attendre, fixant la porte ouverte comme s'il s'attendait à voir sa silhouette apparaître à nouveau. Mais elle ne vint jamais. Il commença à remarquer de petites choses, la batterie de son téléphone se déchargeant plus vite, sa nourriture ayant un goût amer, la façon dont sa maison résonnait comme un tombeau. Il évitait ses amis, trop honteux pour expliquer ce qui s'était passé. Quand Tush demandait des nouvelles, il secouait simplement la tête. Cette nuit-là, il s'agenouilla près de son lit pour la première fois depuis des années. « Dieu, si elle est en vie, protège-la, elle est le bébé », pria-t-il. Ce n'était pas encore du repentir, mais c'était le début de quelque chose qui y ressemblait. Il ne savait pas qu'à des kilomètres de là, Adora devenait plus forte, tout en portant l'enfant qu'il avait jadis tenu pour acquis. L'ironie de la vie était simple, la paix qu'il cherchait chez une autre femme se construisait maintenant, silencieusement, dans le cœur de celle qu'il avait laissée derrière lui. Les mois de grossesse d'Adora furent longs, lassants et solitaires, mais aussi étrangement fortifiants. Elle se réveillait tôt chaque matin, cuisinait de petits repas et marchait jusqu'à un marché voisin pour acheter des provisions. Les autres femmes commencèrent à reconnaître son visage. Elles ne connaissaient pas son histoire, mais admiraient son calme. Quand son ventre commença à se voir, elle le touchait souvent en disant « Ton mari va être content, oh !»
Elle souriait poliment et changeait de sujet. Le soir, elle s'asseyait dehors avec Mama Busy, décortiquant des arachides et écoutant des feuilletons radio. Parfois elle riait doucement, parfois ses yeux se voilaient de pensée. Chaque coup de pied de son bébé lui rappelait pourquoi elle ne pouvait pas se permettre de s'effondrer. Elle suivait des cours prénatales dans une petite clinique au bout de la rue, apprenait des exercices de respiration et se lia d'amitié avec une autre future mère nommée Jumok. Elle partageait des histoires, Jumok parlait de son fiancé qui l'avait abandonné, Adora d'un mari qui voyageait pour le travail. Des mensonges, oui, mais protecteurs. Certaines vérités sont trop sacrées pour être exposées à des étrangers. L'argent était juste. Adora vendit son dernier collier en or pour acheter des affaires pour le bébé, couches, biberons, minuscules vêtements. Chaque article ressemblait à une victoire. Elle s'asseyait souvent dans sa chambre, pliant et repliant les vêtements de bébé, rêvant de l'enfant qui les remplirait bientôt. Il y avait des nuits où elle pleurait d'épuisement, d'une solitude qui pesait comme un poids physique, mais elle essuyait toujours son visage avant de dormir. « On ira bien, Tina » chuchotait-elle dans l'obscurité. « Maman est là. » Son corps lui faisait mal, ses mains étaient durcies par le travail, pourtant son esprit devenait solide comme l'acier. L'ancienne Adora qui attendait autrefois les phares de la voiture de son mari au portail était morte silencieusement la nuit où elle était montée dans le bus. À sa place se tenait une femme qui apprenait à s'aimer comme personne ne l'avait jamais fait. Quand le travail commença enfin, c'était par un après-midi humide, la pluie menaçant au dehors. Elle sentit la première douleur aiguë et sut immédiatement que c'était le moment. Mama Busy courut chercher un taxi pendant qu'Adora préparait son petit sac calmement, respirant à travers la douleur. « Tiens bon, ma chère » dit la vieille femme alors qu'elle roulait vers la clinique. Des heures plus tard, après la sueur, les cris et la prière, le cri d'un bébé remplit la petite pièce. L'infirmière sourit. C'est une fille. Les larmes d'Adora coulèrent librement alors qu'elle tenait sa fille pour la première fois, petite, chaude, vivante. Tina, chuchota T.L., la voix tremblante. Tu es mon commencement. Dehors, la pluie tomba enfin, lavant le monde. À l'intérieur de cette minuscule chambre de clinique, Adora réalisa que parfois, la nuit qui vous brise est aussi l'aube qui vous refait. La pluie s'était adoucie en une bruine légère, tapotant contre les fenêtres de la clinique tandis qu'Adora berçait le minuscule paquet qui avait changé la forme de son âme. Ses cheveux collaient à son front humide. Sa blouse d'hôpital sentait légèrement l'antiseptique et la sueur, mais elle s'en fichait. Dans ses bras, enveloppée dans une couverture bleue, gisait sa fille, Tina, les yeux petits, les poings serrés comme prête à combattre le monde. Adora la contemplait en silence, submergée par une émotion trop lourde pour les mots. Ce n'était pas ainsi qu'elle avait imaginé la maternité. Pas de mari fier lui tenant la main. Pas de famille rassemblée avec des fleurs. Pas de musique douce ou de rire. Juste son battement de cœur, la respiration de l'enfant, et l'infirmière notant silencieusement des détails sur un porte-bloc usé. Et pourtant, d'une certaine manière, cela semblait juste. Ce moment n'appartenait qu'à elle. Elle embrassa le front du bébé et chuchota, « Bienvenue, mon petit miracle. Tu es venu dans une tempête, mais tu grandiras sous des cieux calmes. » Quand l'infirmière demanda le nom du père pour l'acte de naissance, Adora hésita un instant avant de dire doucement, juste, écrivez Adora Nwapa. 2 jours plus tard, elle sortit, portant Tina serrée contre sa poitrine alors que la ville bourdonnait indifféremment autour d'elle. Le trajet en taxi jusqu'à la concession semblait irréel. Chaque klaxon et chaque appel dans la rue sonnaient différemment, comme si la vie elle-même avait changé de fréquence. Mama Busy attendait au portail les bras ouverts, chantant « Ah, loué soit Dieu !» Elle est arrivée. Les voisins jetaient des coups d'œil curieux, mais Adora gardait la tête basse, souriant poliment, sans explication. Dans sa petite chambre, elle posa Tina sur le lit, ajustant la couverture avec soin, comme si le monde dépendait de ce geste. Elle regarda la minuscule poitrine du bébé se soulever et s'abaisser, chaque souffle étant une prière exaucée. Quand la nuit vint, l'enfant pleura et Adora arpenta le plancher pendant des heures, fredonnant la berceuse que sa propre mère chantait autrefois. Dors, mon clair de lune, dors ma joie. Son corps lui faisait mal, mais son cœur gonflait de quelque chose de féroce et d'éternel, un amour qui n'avait besoin ni de permission ni de validation. La semaine suivante testa sa force de nouvelles manières. Couche, nuit blanche, toi qui fuis. Pourtant elle affrontait tout cela avec une endurance tranquille. Chaque aube, elle se levait avant le soleil, baignant Tina avec de l'eau tiède,
chuchotant de douces prières sur elle. Tu ne m'en diras jamais l'amour, murmurait-elle quotidiennement. Quand l'argent vint à manquer, elle accepta de petits travaux de réparation d'appareils photo, équilibrant les outils dans une main et le bébé dans l'autre. Les gens commencèrent à l'appeler cette nouvelle mère calme derrière le vieux studio. Ignorant qu'ils observaient une femme renaître des cendres de la trahison. Une nuit, alors qu'elle berçait Tina pour l'endormir sous l'ampoule vacillante, elle croisa son reflet dans la fenêtre. Des yeux fatigués, oui, mais des yeux à nouveau vivants. Nous avons survécu, chuchota-t-elle. Nous l'avons vraiment fait. Et pour la première fois de sa vie adulte, Adora se sentit puissante, non pas parce que quelqu'un l'aimait, mais parce qu'elle avait appris à s'aimer à travers la survie. Au moment où Tina eut 6 mois, le rythme de la nouvelle vie d'Adora avait pris forme. Le matin signifiait laver les couches et donner les biberons. L'après-midi signifiait réparer des appareils photo pour les étudiants de l'école polytechnique qui venaient avec des objectifs fissurés et des trépieds bosselés. Elle facturait peu, parfois rien, mais le mot circulait vite. Les gens admiraient sa patience, la façon dont elle n'élevait jamais la voix. Le studio recommençait à respirer. De vieilles photos nettoyées et encadrées. La lumière du soleil filtrant à travers les fenêtres poussiéreuses. Adora peignit les murs en crème et bleu. L'odeur de la peinture fraîche remplit l'espace de renouveau. Les clients commencèrent à l'appeler Madame Ado, apportant de petits cadeaux, une miche de pain, un morceau de tissu, des boîtes de lait pour le bébé. Chaque petite gentillesse recousait sa vie. Quand elle comptait ses gains quotidiens, elle ne pensait pas à la richesse. Elle pensait aux couches, à la nourriture et au loyer. Chaque Néra devenait un pas vers la stabilité. Elle tenait un carnet étiqueté de main de Tina, où elle notait les économies et les rêves, frais d'école primaire, uniforme, peut-être même une meilleure chambre un jour. La nuit, quand le bébé dormait, Adora s'asseyait souvent dehors sur la véranda avec Mama Busy, regardant les papillons de nuit tourner autour de la lampe à pétrole. « Tu es trop calme, ma fille, disait la vieille femme en mâchant des arachides. Adora souriait faiblement. Le silence et la paix, maman. Parfois, elle parlait d'Enugu, des maris perdus, du prix que les femmes paient pour choisir la dignité plutôt que le confort. Mama Busy secouait la tête et soupirait, les hommes pensent que quand on part, on tombe. Ils ne savent pas que partir, c'est comme ça qu'on apprend à se tenir debout. Ces mots restèrent gravés dans l'esprit d'Adora. Lentement, elle commença à reconstruire non seulement ses moyens de subsistance, mais aussi sa confiance. Elle apprit à réparer des appareils numériques, apprit à marchander avec les fournisseurs, apprit à traverser la vie sans peur d'être invisible. Et chaque dimanche, elle habillait Tina d'une minuscule robe blanche et marchait jusqu'à une église voisine, s'asseyant tranquillement au dernier banc. Elle ne priait pas pour un nouveau mari ou pour la vengeance. Elle priait pour la paix et un avenir assez brillant pour l'enfant dormant sur son épaule. 1 an plus tard, Adora pouvait enfin se regarder dans le miroir sans tressaillir. Elle ne voyait pas l'épouse abandonnée, mais la femme qui refusait de s'effondrer. Pour le premier anniversaire de Tina, elle invita les quelques voisins devenus ses amis. Ils apportèrent de petits cadeaux, une poupée, de la poudre pour bébé, des biscuits. Adora cuisina du riz wolof et des plantains frits, riant sincèrement pour la première fois depuis des années. Elle prit des photos de Tina avec son appareil remis à neuf, en encadrant une près de son lit. Cette photo, le sourire édenté de Tina, les yeux pétillants, devint son symbole de renaissance. Cette nuit-là, après le départ de tous, elle serra sa fille contre elle et chuchota, « On l'a fait, bébé. » Une année de passé, l'éternité devant nous. Dehors, les feux d'artifice d'un mariage voisin crépitaient dans le ciel. Cette fois, elle ne tressaillit pas, ne pleura pas. Le son ne lui rappelait plus le chagrin. Il sonnait comme des applaudissements. De retour à Enugu, la vie autrefois glamour de Chijioke avait commencé à pourrir silencieusement de l'intérieur. Son entreprise d'événementiel, autrefois la fierté de son cercle, commença à perdre des contrats. Les délais étaient manqués. Les clients se plaignaient d'une mauvaise organisation. Les mêmes employés qui s'inclinaient autrefois roulaient maintenant des yeux dans son dos. Il blâmait l'économie, la malchance, jamais lui-même. Mais la nuit, quand le silence s'installait, il voyait les chaussures de bébé sur la table de chevet et entendait les mots d'Adora résonner, « Tu ne veux peut-être pas de cette vie, mais moi si. » Ses chaussures le hantaient comme des fantômes. Il les gardait dans un tiroir mais se surprenait à les sortir souvent, les tenant dans ses paumes jusqu'à ce que les larmes brouillent sa vue. La maison semblait maudite, trop calme, trop grande, trop pleine de souvenirs.
Le réfrigérateur portait encore son écriture sur de vieux récipients étiquetés. Soupe au poivre, n'oublie pas le gaz. Il les lisait comme des poèmes d'un monde qu'il avait détruit. Sa relation avec Nina s'était terminée dans le chaos. Un matin, elle l'accusa d'être fauché et émotionnellement indisponible. « Tu es hanté par ton ex-femme ennuyeuse », cria-t-elle en claquant la porte derrière elle. Il ne la poursuivit pas, il ne pouvait pas. Que pouvait-il offrir? Même son rire sonnait faux maintenant. Le miroir se moquait de lui avec des cheveux gris qu'il n'avait pas remarqués auparavant. Huche lui rendit visite une fois, regarda autour de la maison en désordre et dit doucement « Mec, appelle-la, trouve-la avant qu'il ne soit trop tard. » Mais l'orgueil est une maladie silencieuse. Il murmure que demain vous donnera encore des chances. Shidioc se disait qu'elle allait bien, vivant probablement avec des proches. Au fond, il craignait la vérité, qu'elle soit plus heureuse sans lui. Quand l'entreprise s'effondra finalement sous les dettes, il vendit une de ses voitures pour payer les salaires du personnel. Les gros titres ne le mentionnèrent pas, mais les murmures dans la société d'Enugu étaient forts. « Comment les puissants tombent » dit quelqu'un à un mariage. Il l'entendit et sourit amèrement. En effet, le puissant était tombé. Et la chute était silencieuse, tout comme le départ d'Adora. En décembre de cette année-là, Shidioc s'assit seul sur son balcon, alors que les feux d'artifice illuminaient à nouveau le ciel d'Enugu. Il se servit un verre de whisky, regardant les couleurs s'estomper. Le son ne l'excitait plus, il le faisait souffrir. Il pensait à Adora quelque part au loin, peut-être tenant un bébé, peut-être riant. La pensée poignardait et guérissait en même temps. Il chuchota, « J'espère que tu es en sécurité. » Puis il rit doucement de lui-même. Trop peu, trop tard. Pour la première fois depuis des années, il ne trinqua avec personne, ne cria pas « bonne année ». Il resta simplement assis en silence, le bruit de la ville au loin, sentant le poids de ses choix. Et alors que les derniers feux d'artifice mouraient, il comprit ce qu'Adora avait appris il y a longtemps. Parfois, les adieux les plus bruyants sont silencieux. Tina grandissait comme la lumière du soleil, brillante, chaude, inarrêtable. À 5 ans, son rire remplissait la petite concession, ses petits pieds trottinant entre les chambres et le studio. Elle adorait le clic de l'appareil photo, le flash, la façon dont les images apparaissaient sur le papier glacé. « Maman, prends-moi encore », suppliait-elle, prenant des poses drôles qui faisaient rire Adora aux larmes. Les murs du studio se remplirent bientôt de photos encadrées d'elle, dormant, mangeant, souriant, apprenant à écrire son nom. Chaque photo était plus qu'une décoration. C'était la preuve que la guérison était devenue leur quotidien. Les clients qui venaient pour des portraits complimentaient toujours Tina. « Elle a tes yeux », disait-il, et Adora hochait la tête, souriant faiblement. Il ne mentionnait jamais le père, et elle n'expliquait jamais. Le nom Shidioc était devenu une ombre qu'elle refusait de nourrir. Les affaires s'amélioraient régulièrement. Adora acheta un petit générateur, un nouvel éclairage, et finalement un appareil photo numérique d'occasion. Les étudiants de l'université voisine commencèrent à l'engager pour des photos de remise de diplôme. Elle économisait soigneusement, apprenait elle-même les logiciels de retouche et apprenait à cadrer la vie avec des couleurs plus vives que son passé. Tina aidait souvent, essuyant les objectifs et tendant les batteries. « Tu es mon assistante », plaisantait Adora. La petite fille souriait fièrement, son sourire édenté illuminant la pièce. Elle vivait modestement, pas de luxe, pas de domestique, mais la paix rendait chaque repas riche. Le dimanche, elle visitait un petit parc, nourrissant les pigeons et prenant des selfies. Les gens les prenaient parfois pour des sœurs, et Adora riait doucement. C'étaient les moments où elle réalisait qu'elle n'avait pas seulement survécu. Elle avait commencé à s'épanouir. Un soir, alors que le soleil plongeait orange derrière les immeubles, Adora imprima un grand portrait de Tina, portant une robe blanche, et l'accrocha là où sa photo de mariage était jadis suspendue. Elle la regarda longuement, sentant les larmes piquer ses yeux. « Tu es ma nouvelle histoire », chuchota T.L. Plus tard cette nuit-là, elle rangea les derniers vestiges d'Enugu, le vieil album photo, la lettre, la bague. Elle ne les jeta pas, elle les enfouit simplement au fond d'une boîte étiquetée choses passées. À partir de cette nuit, elle ne mentionna plus jamais le nom de Shidioc. Pourtant, parfois, quand elle fermait la boutique et que la rue devenait silencieuse, elle jetait un coup d'œil à Tina endormie sur la natte et voyait des éclairs de lui, la forme de son nez, l'arche de ses sourcils. Ça ne faisait plus mal. Au contraire, cela lui rappelait que même les erreurs peuvent créer des miracles. Le destin, cependant, est patient.
Il attend tranquillement jusqu'à ce que vous vous y attendiez le moins. Ce fut lors d'un week-end humide à Abuja, 6 ans après ce réveillon du Nouvel An, que les chemins commencèrent à se croiser à nouveau. Adora avait été engagée pour photographier un mariage prestigieux dans un nouveau centre d'événements. Elle arriva tôt avec Tina, maintenant âgée de 6 ans et demi, vêtue de sa petite salopette en jean, aidant à porter les sacs d'appareils photo. La salle brillait de lustres et de roses blanches, les invités bourdonnaient d'excitation. Alors qu'Adora ajustait les réglages de son appareil, un groupe d'assistants événementiels passa précipitamment en portant des décorations. Parmi eux se trouvait un homme grand, à l'air las, en chemise noire délavée et jean, discutant calmement avec un fournisseur. Elle ne le remarqua pas au début. Mais quand il se tourna légèrement vers la lumière, elle se figea. La barbe était plus fournie, le visage plus maigre, la fierté disparut, pourtant elle le reconnut instantanément. Chidiok. Son cœur trébucha dans sa poitrine, le passé s'effondrant dans le présent en un souffle. Elle se stabilisa, inspira profondément, et continua de faire cliquer l'appareil, refusant de laisser l'émotion trahir son professionnalisme. De l'autre côté de la salle, Chidiok faillit laisser tomber un rouleau de tissu quand il la vit. Pendant un instant, il crut halluciner. Il cligna des yeux, regarda encore. Non, c'était elle. Adora. Plus âgée, oui, mais rayonnante d'une puissance calme qu'il n'avait jamais vue auparavant. Et à côté d'elle, tenant fièrement un petit réflecteur, se trouvait une petite fille dont le visage reflétait sa propre enfance. La vue le frappa comme un coup de poing. Il recula, la poitrine serrée, l'esprit tourbillonnant. Les souvenirs affluèrent. La table vide, les chaussures de bébé, la note. Sa gorge se noua. Il voulait courir vers elle, s'agenouiller, dire tout ce qu'il avait répété lors de ses nuits solitaires. Mais le bruit de l'événement les entourait comme un mur. Pendant des heures, il se déplaça mécaniquement dans la salle, volant des regards chaque fois qu'il le pouvait. Ses yeux trouvaient toujours le sourire de la petite fille. Elle est à moi, chuchota son cœur. Elle doit être à moi. Quand l'événement se termina, Adora rangea son équipement soigneusement, évitant son regard. Mais alors qu'elle se tournait pour partir, Tina fit tomber sa bouteille d'eau. Et elle roula vers les pieds de Chidiok. Il la ramassa, s'agenouillant. Et quand il leva la tête, leurs yeux se rencontrèrent. Le temps s'arrêta. Il se leva lentement, bouteille en main. Adora, dit-il doucement, la voix tremblante. Elle se figea, mais ne recula pas. Il tendit la bouteille vers elle. Elle est magnifique, chuchota Théil. Les yeux d'Adora s'adoucirent une seconde, puis se durcirent à nouveau. Son nom est Tina, répondit-elle simplement en prenant la bouteille. Bonsoir, monsieur Chidiok. Son ton était poli, distant, pas cruel, juste définitif. Elle prit la main de Tina et sortit dans l'air nocturne. Chidiok resta debout là longtemps après leur départ, la bouteille encore froide dans sa main, réalisant qu'il venait de se retrouver face à face avec la vie qu'il avait jetée. Les jours suivants ce mariage semblèrent étranges pour Adora. Elle travaillait mécaniquement au studio, retouchant des photos et répondant aux clients. Mais son esprit ne cessait de dériver vers le moment où leurs yeux s'étaient rencontrés. Le visage de Chidiok persistait derrière chaque pensée, plus vieux, humilié, mais douloureusement familier. Elle se dit que cela n'avait pas d'importance. Elle lui avait pardonné il y a longtemps. Pourtant, le pardon ne signifie pas toujours l'oubli. Parfois, c'est une blessure calme qui pique encore quand on la touche. Tina remarqua le silence inhabituel de sa mère ce soir-là et demanda « Maman, ça va ?» Adora força un sourire, brossant les cheveux de sa fille. « Je vais bien, mon amour, juste fatiguée. » Mais au fond, son cœur tremblait entre la pitié et le fantôme d'une vieille affection. Elle pria cette nuit-là non pas pour qu'il revienne, mais pour avoir la force si jamais le destin le ramenait près d'elle. Elle ne savait pas que pendant qu'elle priait, il était assis sur le banc d'un arrêt de bus à l'autre bout de la ville, fixant la route, se demandant comment l'approcher sans rouvrir la douleur qu'il avait causée. Pour Chidiok, le sommeil devint impossible. Il rejouait chaque seconde de ce mariage. Son calme, son ton, la façon dont Tina s'accrochait à sa main. Il rentra chez lui et se retrouva assis devant les vieilles chaussures de bébé, les tenant jusqu'à l'aube. Il chuchota à Dieu, « Elle a mes yeux, elle doit être à moi. » Au matin, il décida de se rendre à l'adresse imprimée sur le filigrane de son studio. Quand il arriva à la petite concession, il hésita dehors,
écoutant le rire lointain d'un enfant venant de l'intérieur. Sa poitrine lui faisait mal. Il frappa doucement. Adora ouvrit la porte à moitié, son expression illisible. Pendant quelques secondes, ils se contentèrent de se regarder, les années entre eux suspendues comme de la poussière dans la lumière du soleil. « S'il te plaît, dit-il, la voix se brisant, je veux seulement la voir une fois. » La prise d'Adora sur la porte se resserra. « Tu l'as déjà vue, répondit-elle doucement. Son nom est Tina. Elle est tienne par le sang, mais mienne par la mémoire. » Les mots atterrirent comme un verdict, ferme mais gentil. Puis elle ferma la porte doucement, le laissant debout dans le couloir, les larmes se mêlant à la poussière. Il resta dehors longtemps, appuyé contre le mur, la tête baissée. À travers les minces rideaux, il pouvait entendre Tina fredonner doucement, la voix pure d'un enfant traversant son regret comme la lumière traverse le brouillard. Il sourit faiblement, douloureusement. Il voulait frapper à nouveau, s'excuser, expliquer que l'homme qu'elle avait quitté n'existait plus. Mais certaines portes ne peuvent pas être forcées, elles doivent s'ouvrir au mérite. Avant de s'éloigner, il chuchota à travers la porte, « Merci de l'avoir bien élevé. » À l'intérieur, Adora entendit les pas s'éloigner. Elle s'affaissa sur une chaise, tenant Tina contre elle, son rythme cardiaque fort dans ses oreilles. Elle ne pleura pas, elle expira simplement. La vie avait enfin apporté une conclusion, non pas dramatique, mais calme, honnête, complète. 2 semaines plus tard, par un samedi matin venteux, Shijiok revint, non pas avec fierté, mais avec humilité. Il portait un petit carton d'eau en bouteille pour le personnel du studio, et un nouveau balai pour la concession. Quand Adora le vit par la fenêtre, elle soupira, déchirée entre l'agacement et une compassion réticente. Il la salua poliment, demandant s'il pouvait aider à réparer le robinet qui fuyait dehors. Elle hésita, puis hocha la tête. Il travailla silencieusement, la sueur ruisselant sur son front, l'odeur de l'effort remplaçant l'arrogance qu'elle connaissait autrefois. Tina jeta un coup d'œil curieux depuis l'encadrement de la porte. Quand il la remarqua, il sourit timidement. « Bonjour, jeune demoiselle. » Elle fit un signe de la main avant de se cacher à nouveau en gloussant. Ce seul son lui serra la gorge, une innocence non touchée par le passé. Après avoir réparé le robinet, il remercia Adora et partit tranquillement. Il répéta cette routine pendant des semaines, arrivant toujours tôt, aidant toujours aux petites réparations, ne réclamant jamais d'attention. Progressivement, sa présence cessa d'être intrusive. Elle ressemblait à un repentir rendu visible. Tina s'attacha à lui, ignorante de l'histoire entre ses parents. Elle courait vers lui chaque fois qu'il apparaissait, posant des questions sans fin. « Tonton Tchi, pourquoi les appareils photo clignotent ?» ou « Tonton Tchi, tu vas m'acheter du tchin-tchin ?» Il riait doucement, lui apportant de petits biscuits ou des crayons de couleur. Adora observait leur lien grandissant avec un cœur complexe, partagé entre la peur et la gratitude. Elle ne voulait pas priver sa fille d'une figure paternelle, mais elle refusait aussi de rouvrir une blessure qui l'avait presque détruite. Un après-midi, alors que Tina somnolait sur ses genoux, Adora regarda Shigio nettoyer les lumières du studio et dit doucement, « Elle ne sait pas encore. » Il s'arrêta. « Je sais. J'attendrai que tu sois prête. » Son ton ne contenait aucune pression, seulement du respect. Pour la première fois, Adora crut que son remords était réel. Au cours des mois suivants, quelque chose de doux se déploya entre eux. Pas de la romance, mais une sorte d'amitié fragile. Ils parlaient plus, partageaient de brefs rires, échangeaient des histoires d'erreurs et de leçons. Il lui raconta comment il avait perdu son entreprise, comment la culpabilité l'avait vieilli plus vite que le temps. Elle lui parla de la peur, de la reconstruction à partir des cendres. Ils ne dirent pas « je te pardonne ». Ils vivaient simplement le pardon à travers des actes. Un après-midi pluvieux, alors qu'ils fermaient la boutique ensemble, Adora dit enfin à haute voix, « Tina connaît ta gentillesse. C'est suffisant pour le moment. » Il sourit faiblement, les larmes menaçant. « C'est plus que ce que je mérite. » Quand il partit ce soir-là, il ne regarda pas en arrière. Il n'en avait pas besoin. Pour la première fois depuis des années, il portait la paix au lieu de l'orgueil. Le temps adoucit ce que l'orgueil avait jadis durci. Shigio commença à se porter volontaire pour porter l'équipement lourd pour ses séances photos, restant souvent pour aider à balayer. Il ne s'habillait plus pour impressionner. Il s'habillait pour servir. Adora remarqua le changement silencieusement. Il n'y avait pas de grands discours, pas d'excuses répétées,
juste de petites actions constantes. Chaque jour, il prouvait par l'humilité ce que les mots avaient autrefois échoué à transmettre. Un soir après le travail, ils s'assirent dehors en regardant Tina chasser les papillons près du portail. « Je pensais que le succès était du bruit, dit-il doucement. Maintenant je sais que la paix chuchote. » Adora hocha la tête, les yeux fixés sur sa fille. « La paix a toujours été là, répondit-elle. Tu n'as juste jamais écouté. » Le vent emporta ces mots, comme une prière. Dans ce calme, Shigio réalisa quelque chose de profond. La femme qu'il avait trahie était devenue le professeur dont il avait besoin. Alors que les semaines se transformaient en mois, Tina commença à l'appeler Tonton Chi, avec une affection naturelle. Le titre le piquait et l'apaisait à la fois. Chaque fois qu'elle souriait, il voyait les parties de lui-même qu'il avait perdues et les parties qu'Adora avait préservées dans l'amour. Parfois, il voulait lui dire la vérité, dire « Je suis ton père », mais il se retenait, attendant le signal d'Adora. Quand la vérité arriva enfin, elle ne fut pas planifiée. Un soir, Tina demanda innocemment « Maman, pourquoi tonton Chi me ressemble ?» Le monde sembla s'arrêter. Adora se figea, puis sourit doucement. « Parce que c'est ton papa. » Tina cligna des yeux, puis regarda Shigio. « Vraiment ?» Il hocha la tête, les larmes coulant. Elle étudia son visage un instant, puis le serra dans ses bras sans hésitation. « Tu as mis longtemps, papa, dit-elle. » C'était le pardon, pur et sans effort, le genre que seul un enfant peut donner. À partir de ce jour, quelque chose de non dit guérit entre eux. Il n'emménagea pas et n'en fit pas trop. Il devint simplement présent, assistant au récital scolaire de Tina, réparant son vélo, lui apprenant à prier avant de dormir. Adora observait depuis l'encadrement de la porte, le cœur gonflé d'une fierté tranquille. Pas de fierté envers lui, mais envers elle-même, pour être partie quand elle l'avait fait, pour avoir survécu assez longtemps pour être témoin de cette douce rédemption. Une nuit, alors que la pluie chuchotait dehors, Shigio la remercia sincèrement. « Tu m'as sauvé en partant, dit-il. » Elle sourit faiblement, les yeux brillants. « Et tu m'as sauvé en ne me poursuivant pas cette nuit-là. » Ils rirent tous deux doucement, comprenant que parfois, le salut porte le visage de la séparation. Le mois de décembre suivant arriva tranquillement, lourd de l'air de l'harmattan et de coucher de soleil doré. Adora décora le studio avec de simples guirlandes lumineuses que Tina adorait. Les affaires étaient stables, les factures payées, les cœurs en paix. L'après-midi du 31, Shigio passa avec un petit paquet emballé, un cadre photo sculpté dans du bois sombre. À l'intérieur, il y avait une photo de trois, Adora tenant l'appareil, Tina riant au milieu, et lui se tenant légèrement derrière, souriant timidement. « Ce n'est pas parfait, dit-il, mais c'est réel. » Adora tint le cadre longtemps avant de chuchoter, « C'est magnifique. » Alors que le crépuscule s'installait, ils partagèrent un dîner modeste. Riz, ragoût et bananes plantain frites, rien de chic, mais chaud. Quand les feux d'artifice commencèrent plus tard cette nuit-là, Adora et Tina regardèrent depuis la fenêtre. « On est ensemble ?» dit Tina d'une voix ensommeillée. Adora sourit. « Oui, mon amour, on l'est. » À travers la ville, alors que le compte à rebours résonnait dans Abuja, Shigio était assis seul sur son balcon, contemplant le même ciel. Il aurait pu les rejoindre, mais il ne voulait pas s'imposer. Il comprenait maintenant que l'amour n'est pas la possession. C'est la présence sans pression. Il leva son verre de malt en chuchotant « Bonne année, Adora. Merci de ne pas m'avoir détruit quand tu le pouvais. » Le son des feux d'artifice lointains illumina son reflet dans la fenêtre. Plus vieux, plus sage, en paix. Il pensa à tous les réveillons passés depuis celui qu'il avait gâché. Le premier rempli d'arrogance, le suivant de culpabilité, celui-ci, enfin, de gratitude. Il n'avait plus besoin de son pardon. Il l'avait déjà vu dans les yeux de Tina. Pour lui, c'était une rédemption suffisante. Quand minuit passa, Adora borda Tina et sortit, l'air nocturne frais sur sa peau. Elle leva les yeux vers les feux d'artifice éclatant au-dessus de la ligne d'horizon et chuchota, « C'est le seul genre de bruit que j'aime maintenant. » Elle pensa au passé, au mensonge, à la douleur, au trajet en bus vers la liberté, et sourit doucement. La même nuit qui avait autrefois brisé son cœur était devenue l'anniversaire de sa guérison. À l'intérieur, Tina murmura dans son sommeil, « Papa. » Adora ferma les yeux, chuchotant une prière silencieuse pour eux deux, qu'ils continuent d'apprendre, de grandir, de choisir la paix plutôt que l'orgueil.
Et pour la première fois depuis cette trahison lointaine, elle se sentit absolument, tranquillement libre. Le premier lever de soleil de la nouvelle année rampa doucement à travers les rideaux, peignant les murs du studio en or. Adora se tenait près de la fenêtre, tasse de thé à la main, regardant la lumière se déverser sur les photographies accrochées en rangées soignées, mariage, famille, nouveau-né, rire figé dans des cadres. Elle sourit faiblement à la vue de Tina encore endormie sur le canapé, ses petits doigts recroquevillés autour d'un ours en peluche. Chaque ligne sur le visage d'Adora racontait une histoire, celle d'une perte devenue force, d'un silence devenu victoire. Elle repensa à cette nuit, des années auparavant, où elle était montée dans un bus en larmes, le corps lourd de peur et d'espoir. Maintenant, la même femme se tenait debout, calme, épanouie. Elle chuchota à l'air du matin, « Tu as toujours été le plan, Tina. Tu as été la raison pour laquelle j'ai survécu. » Ses yeux s'embuèrent, mais cette fois de gratitude, pas de chagrin. Ailleurs dans la ville, Shijiok s'agenouillait dans une église silencieuse, le banc en bois craquant sous son poids. La messe de l'aube venait de se terminer. Les derniers mots du prêtre flottaient encore dans l'air, « La grâce trouve ceux qui arrêtent de courir. » Il baissa la tête et chuchota, « Merci de me donner une autre chance, non pas pour réparer le passé, mais pour vivre mieux grâce à lui. » Il ne demandait pas le retour d'Adora. Il demandait la force d'être digne de la seconde vie qu'on lui avait accordée. Alors que les premiers rayons du soleil traversaient le vitrail, il sentit la paix s'installer dans les espaces que la culpabilité occupait autrefois. Quand il sortit, la ville sentait la poussière et la promesse. Il leva les yeux vers le ciel qui s'éclaircissait et sourit doucement. Quelque part là-bas, sa fille se réveillait, et cela seul suffisait pour recommencer. Cet après-midi-là, Adora emmena Tina au parc. Elles s'assirent sur un banc sous un arbre, mangeant du maïs grillé, regardant les cerfs-volants volter au-dessus. La brise soulevait l'écharpe d'Adora, frôlant son visage d'un air frais. « Maman, dit soudain Tina, un jour, je prendrai des photos aussi. » Adora rit, le cœur gonflé. « Tu as déjà commencé, mon amour. » Elle tendit l'appareil à Tina et la regarda le soulever maladroitement, plissant les yeux face au soleil. Le clic de l'obturateur sonna comme un battement de cœur. À cet instant, tout semblait aligné, la douleur, la rédemption, la maternité, la paix, tout convergeant en une douce vérité. Parfois, Dieu réécrit la même histoire non pour punir, mais pour purifier. Alors qu'elle rentrait main dans la main, le soleil sombrait derrière elle, chaud et indulgent. Le passé était enfin derrière elle, l'avenir brillait doucement devant. Et pour Adora, c'était ça la grâce, le genre silencieux qui ne crie pas, qui reste simplement là.